Bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à mes collègues hein, à présenter sur cet outil qui va être cet outil qui est prometteur de la transition vers l'économie circulaire, qui est le Digital Product Passport ou passeport numérique des produits. Je, tout d'abord, l'idée c'est de vous rappeler un peu les cadres réglementaires et de vous faire un petit parallèle avec d'autres réglementations qui sont en lien avec le passeport digital. Donc, juste pour rappel, on est dans un contexte réglementaire qui n'est pas encore établi, on va dire, qui n'est pas encore sec pour utiliser l'analogie du monde du bâtiment. On est en train de mettre de la peinture. On est vraiment même pas, hein. Donc, les choses ne sont pas encore définies. On a une réglementation qui a été validée le 18 juillet 2024, mais tout ce qu'on dit actuellement peut encore changer. Il y a des actes délégués qui vont venir. Je vous en parlerai un peu plus. Donc, on sait tous, il y a le Green Deal européen, le pacte vert de l'Europe, qui donne comme challenge, comme défi à l'Europe de devenir neutre en carbone en 2050. Cela, ça se passe par énormément d'engagements, des engagements qui peuvent être, oui, contraignants, qui peuvent être aussi encourageants pour une industrie plus locale. Et entre autres, on peut distinguer deux grands engagements qui sont des bâtiments rénovés et économes en énergie et des produits plus durables pouvant être réparés, recyclés et réutilisés. Donc, on se félicite maintenant qu'on a une nouvelle personne en charge de l'économie circulaire dans le gouvernement, au niveau de l'Europe. Et donc ça, c'est déjà un sujet, une action qui est prometteuse pour mettre en place et développer tout ce on se met comme ambition pour l'année 2050, mais aussi en 2030, réduire nos émissions de 55%. C'est quelque chose qui va être pas facile pour tout le monde, surtout dans un contexte où il y a beaucoup de réglementations, mais il y a aussi le développement des technologies, des données. Et je vais revenir après pourquoi je vous dis ça. L'objectif, c'est de faire de l'éco-conception la norme. Donc ça, c'est une réglementation, c'est la réglementation sur l'éco-conception pour des produits plus durables. Et elle va couvrir beaucoup de secteurs d'activité et l'idée, c'est vraiment de rendre les produits plus sobres, les rendre plus circulaires, les rendre plus robustes. Et donc, cet outil, qui sera le Digital Product Passport, passeport numérique des produits, c'est ce qui va nous aider à pouvoir accompagner le cycle de vie d'un produit pour qu'il soit mieux recyclé. Je ne vois plus la personne de Valomat, mais bon, pour qu'elle soit plus recyclée, mieux recyclée, et bien d'abord qu'il puisse durer beaucoup plus de temps. Donc oui, on sait que ce contexte réglementaire peut être perçu comme un tsunami réglementaire qui va impacter les entreprises. On en a cité aujourd'hui la déforestation. Moi, je vous ai cité aussi le CBAM, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Je vous en ai cité l'éco-conception pour des produits plus durables, mais au niveau, ça c'est au niveau de produits, mais au niveau corporate, au niveau d'entreprise, on a aussi le CSRD qui est sur le reporting, la due diligence et j'en passe parce que c'est assez long. Donc dans l'architecture de Green Deal, l'objectif, c'est vraiment de faire de l'éco-conception la norme et on le voit vraiment au milieu de l'écran. Et c'est une méta-réglementation qui va faire en sorte d'être connecté
avec d'autres réglementations qui vont être en lien avec cette volonté majeure. Donc, ça, c'est l'élément central de l'architecture. Après, on sait qu'il y a la révision pour les produits les Construction Product Regulation, les réglementations des produits de construction, je vais y arriver. Et donc, on voit bien qu'il y a une interconnexion parce qu'il y a des produits de construction qui vont être à la fois couverts par les deux réglementations. Donc, il y en a aussi la réglementation sur les batteries qui a été publiée en 2024, en août 2023. Et ce premier règlement qui a été publié avec un passeport numérique pour les produits. Et donc, si vous voyez, l'ambition, c'est de favoriser des modèles plus circulaires. Donc, on va être exigeant sur la performance. On va avoir des informations qui vont être requises, notamment au travers des analyses de cycle de vie. Et on va tracer les substances dangereuses. On va s'appuyer sur des labels européens et on va avoir différents critères. Destruction des invendus, surtout sur les textiles, c'est un grand sujet, mais dans le monde de la construction, c'est un sujet majeur. Et avoir des politiques un peu plus vertes dans l'achat public. Et tout ça, ça va être aussi facilité grâce au Digital Product Passport. Donc, quel est le champ d'application de ce règlement? C'est une nouvelle approche en matière de durabilité. Donc, ce champ d'application va être élargi parce que, juste pour rappel, le ESPR, l'éco-conception pour des produits plus durables, c'est une réglementation qui existait déjà. Mais c'était pour les produits avec une électronique. Et donc là, on élargit le scope à une large catégorie de produits, vous allez le voir. On a aussi une prise en compte systématique de tous les aspects de produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre en compte pas seulement sa performance énergétique ou pas seulement les matériaux critiques. On va prendre aussi en compte sa réparabilité, on va prendre en compte sa recyclabilité et si les sources de produits... Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un bruit derrière. Si les sources des produits est issue des matériaux recyclés. Et il y aura un meilleur encadrement juridique des mesures d'autorégulation. Et ça, c'est un point très positif de la norme, de la réglementation, parce que même si une catégorie de produits ne fait pas partie de la liste des produits prioritaires, on peut s'accrocher pour être différenciant, pour s'élancer dans une démarche d'éco-conception, mais il y a un contexte réglementaire qu'il faut vérifier et ça va être quand même encadré, cette partie d'autorégulation. Après, la disposition relative à la prévention des invendus, ça fait partie aussi du règlement ESPR. C'est vrai pour le textile, mais dans le cadre de la construction, c'est aussi majeur. On sait que par la présentation précédente, 25% de nos émissions de gaz à effet de serre viennent de la construction. Et voilà l'introduction de ce fameux DPP. Donc, qu'est-ce que le DPP? C'est une fiche produit numérique qui va fournir des informations sur l'origine, la composition, les options de réparation et le démontage d'un produit, ainsi que
la manière dont les différents composants peuvent être recyclés. L'introduction de ces dispositifs dans cette réglementation et bien d'autres qui vont venir, c'est vraiment d'aider les consommateurs à faire des choix de consommation plus durables, mais pas que. J'ai vu, j'avais déjà vu, ça c'est déjà 9 minutes maintenant. Et donc, et de faire des choix des consommations plus durables, mais ça s'applique aussi dans un contexte B2B. C'est faciliter les réemplois, la réparation et le recyclage des produits. Et bien sûr, renforcer ce contrôle de la conformité des produits aux obligations légales. Donc, le DPP, ça sera un outil d'information. Ce n'est pas censé d'être un outil de traçabilité, mais il va favoriser la traçabilité. Donc, on voit communication entre parties prenantes et la communication auprès des consommateurs finaux. Quelles sont les exigences de ce passeport numérique de produit? Donc, il faut qu'il soit facilement accessible et gratuit. Il faut qu'il soit disponible pendant la période précisée par l'acte délégué. Donc, c'est à peu près 10 ans pour des produits d'usage quotidien, comme une perceuse ou aussi des produits dans le textile. Il doit avoir une continuité entre un nouveau passeport et un passeport original, parce que si on se projette dans l'utilisation du passeport, ben, il y aura des produits non neufs, des produits reconditionnés, qui auront l'historique avec le passeport numérique du premier produit. Il faut qu'il soit interopérable avec d'autres passeports. Il faut que les données soient stockées par l'opérateur responsable de la création de ce passeport dans une base décentralisée. Et il faut qu'il puisse avoir un accès sécurisé et une protection de la vie personnelle RGPD. Donc, quelles sont les caractéristiques du passeport numérique de produit lié au produit? Il faut qu'on puisse avoir accès aux données au travers d'un identifiant unique. Ces données peuvent être selon 3 granularités différentes, donc au modèle. Tous les produits qui ont le même modèle auront le même passeport numérique. Au niveau de au niveau du lot, donc là on descend dans la grille des traçabilités pour une traçabilité plus fine, et la traçabilité la plus fine possible, c'est un code sérialisé qui va vraiment être comme un passeport numérique, comme le passeport que nous avons pour voyager. Il y a 4 différents identifiants qui sont associés au DPP, et je ne vais pas les développer parce qu'il me reste 7 minutes. Donc, identifiant unique du produit, il faut qu'il y ait un identifiant unique opérateur, un identifiant unique installation et un identifiant unique de l'enregistrement. Ce que ça veut dire que là, c'est quand on va avoir accès à la base des données du registre centralisé par la commission. Ça, les metteurs en marché vont devoir faire un lien entre ce registre de la base de données de la commission et son passeport qui sera hébergé dans une base de données décentralisée. Les options technologiques sont à la fois le QR code, le watermark, donc les RFID, ça reste encore dépendant des actes délégués à venir. J'attire votre attention sur le fait qu'il y aura des données, donc la donnée est au cœur des enjeux de l'avenir. Il y aura des données qui seront restreintes et des données qui seront publiques. Il y aura des données statiques, il y aura aussi des données dynamiques.
purement descriptives d'un produit statique, et données dynamiques, tout ce qui va pouvoir être enregistré sur ce que le produit a vécu. Et là, vous avez la liste des produits concernés et vous allez bien trouver, surtout sur la liste de milieu, donc on a sur les produits finis, c'est la liste de produits concernés finaux. La liste de produits intermédiaires, c'est très proche du monde de la construction. Et donc, ce qui sort complètement du périmètre, là on n'en parle pas, il y a d'autres réglementations qui vont s'en occuper dans le Green Deal, c'est l'alimentation animale, les médicaments, etc. Et les véhicules à moteur, parce que voilà, le lobby allemand, non, je rigole, c'est juste que c'est une réglementation à part. Dans les perspectives du DPP, donc on sait que le règlement des batteries, il a été déjà publié. On sait déjà que le passeport numérique aura comme un support un QR code. Ça a été publié en août 2023. Il va rentrer en vigueur en février 2027. Pour le textile et l'acier, les actes délégués sont en train d'être validés et c'est pour en rentrer en vigueur mi-2027. Et les produits de la construction, vous avez votre propre réglementation, la révision sur les produits de construction, qui va être validée à la fin de l'année et qui suivra un calendrier en parallèle un peu différent. Je voulais juste vous rappeler qu'il existe, que le DPP, c'est un concept et deux dimensions. Donc, le côté système, c'est tout ce qui va venir en back-office, tout ce qui va permettre que le passeport numérique soit opérationnel quand on les mettra en place. Donc, c'est dans ces instances-là qui siègent GS1 et différentes parties prenantes au sein de l'Europe pour rédiger les protocoles d'échange pour les protocoles IT pour faire le système DPP. C'est là où on va parler des registres, c'est là où on va parler du portail de recherche et tous les protocoles sur l'identifiant, sur les supports de données, sur les droits d'accès, etc. Et le côté gauche, c'est le côté data, c'est le côté données. Ça, la bonne nouvelle, c'est que aucun des deux est prêt. Le premier, il est en cours de discussion au Senelec. La copie, elle doit être rendue à la commission le 31 décembre 2025. Et les actes délégués, qui est le côté gauche d'ici, c'est toutes les informations qui vont être définies dans les actes délégués au niveau sectoriel. Ça va venir au fur et à mesure. Je vous ai dit, il y a les textiles et l'acier qui sont vraiment... La commission, elle a un organisme de recherche qui est les Joint Research Center et qui va parler vraiment va s'occuper de discuter, de rédiger ces actes délégués parce que c'est les méthodes de calcul, etc. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Donc, je passe le calendrier, juste pour vous rappeler pourquoi GS1 s'intéresse, pourquoi il y a une personne, c'est-à-dire moi, qui suit de près ce sujet. C'est parce que nous accompagnons depuis 50 ans les entreprises. Et des entreprises, oui, issues de la grande distribution, mais on s'est élargi à énormément de secteurs. En France, on représente 20 secteurs. Mais à l'international, il y a des gens qui travaillent sur le bois, il y a des gens qui travaillent sur plein d'autres secteurs qui, en France, il n'y a pas encore une communauté qui est développée. Mais donc, GS1, et en réponse à cet article qu'on voit là, donc c'est des exigences générales pour le passeport numérique, donc il faut qu'il soit relié par un support de données à un identifiant produit unique et permanent.
toutes les informations figurant dans les passeports produits doivent être fondées sur des standards ouverts, élaborés dans un format interopérable et lisible machine à machine de manière structurée. Ben, tout ça, c'est GS1. Et notre mission, c'est de porter la voix de nos 58 000 adhérents français et au niveau de l'Europe pour faire passer que le DPP, il peut être intégré au support de données qui existent déjà pour la supply chain, pour le passage en caisse, pour l'expérience consommateur, pour des consignes de maintenance. Et donc, ça, c'est notre devoir. C'est notre devoir parce qu'on est payé par vous. Et pour finir, parce qu'il me reste plus qu'une minute, et le DPP, par rapport à la réglementation pour les produits de construction, il y a 4 points clés qui sont très communs. Donc, on parle toujours de pouvoir accéder à l'information. C'est vital. Les 2 réglementations prévoient l'accès à une information contenue dans le DPP et qui tient en compte ces besoins des différents acteurs et de la protection des données. Ben, il y a la partie de contenu. Donc, les 2 DPP, donc celui qui est décrit dans la réglementation SPR et celui du CPR, inclut des informations essentielles telles que les identifiants uniques, les déclarations de performance, etc. L'objectif, c'est qu'il soit interopérable. Le challenge pour le secteur de la construction, c'est qu'il faut que ça soit interopérable pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc, la sécurité et la confidentialité, ce qui est une évidence. Il y a 3 points qui sont un peu différents. Dans les calendriers de mise en œuvre, le CPR est déjà entré en vigueur. Voilà, il est déjà entré en vigueur. Il y a la révision qui va être validée. Le SPR est un peu plus récent avec une application qui va être progressive dépendant des actes délégués. Le CPR prévoit des dispositions transitoires pour assurer la transition en douceur à partir de la directive précédente. Et donc, le calendrier est déjà défini. Il y a des produits qui vont arriver au fur et à mesure en rentrer en vigueur. Dans les procédures d'évaluation, les 2 réglementations prévoient des systèmes d'évaluation et de vérification de la conformité, mais les procédures spécifiques peuvent différer. Par exemple, quand on parle de réglementation pour les produits de la construction, il y a des organismes, des techniques d'évaluation. Parce que ce n'est pas pareil de s'acheter une paire de baskets que poser une fenêtre dans une crèche. Il faut qu'il soit protégé. Et voilà, les contraintes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et il y a des exigences spécifiques dans chacun des règlements. Si je veux vous passer un message, aujourd'hui, il y a 4 actions clés pour commencer à travailler. On sait bien que notre cerveau, il est très formaté pour penser moyen terme, mais il faut commencer à travailler maintenant. On sait que le 2030, 2050 n'arrive pas demain, mais si, ça arrive demain. Donc, il faut commencer à travailler pour la réglementation. Il faut commencer à identifier les données qui vont être nécessaires pour construire ce passeport numérique. On a entendu précédemment les entreprises, elles se préparent déjà. On a fait nos bilans carbone, on a fait nos ACV, etc. Ça, c'est vraiment un changement de mindset pour se préparer à restituer et à exploiter une information qui va être utile. Et s'organiser en interne, bien sûr, ça va impacter et les achats, et l'IT, et les management, et le marketing. Vraiment, ça va impacter énormément d'acteurs et c'est un peu les prémices d'une façon de travailler un peu différemment. Plus travailler en silo, mais plutôt de manière systémique. Et donc, il faut commencer à communiquer en interne. Prévoir des changements technologiques, c'est une évidence, mais surtout collaborer
approchez-vous de vos fédérations professionnelles. Vous êtes bienvenus au sein des GS1 pour discuter et pour participer à notre communauté d'intérêt sur le DPP. Et voilà, je finis comme ça. On a une communauté d'intérêt sur le DPP qui se réunit 2 fois par an au sein des GS1 France. La prochaine réunion est le 7 novembre et je serai ravie de prendre vos coordonnées pour vous inviter. Ça sera vraiment passionnant. Merci beaucoup.